Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de notre journal. 2 incendies ont causé des fuites dans un pipeline dans la wilaya de Oued Souf, des incendies causés par les mauvaises conditions météorologiques. Les premières images dans ce journal. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé hier par visioconférence une réunion du gouvernement consacrée à plusieurs secteurs. Nous verrons dans un instant les décisions qui ont été prises. Comment attirer les capitaux d'origine algérienne à investir en Algérie pour renforcer la confiance entre nos expatriés et la mère patrie? Une réunion a été organisée hier par les membres de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France. On vous plonge à la fin de ce journal dans le riche patrimoine musical algérien, la découverte du groupe Echenouyen, un groupe qui a marqué la génération des années 80. Que deviennent ses membres? Réponse tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence ce journal par ces 2 incendies qui se sont déclenchés dans la nuit de jeudi, causés par des fuites dans un pipeline dans la wilaya de Oued Souf. Ces incendies ont été causés par les mauvaises conditions météorologiques selon un communiqué de Sonatrach. La première fuite concerne la station de pompage SP2 dans la commune de Jema'a. Elle est actuellement sous contrôle. La deuxième fuite a eu lieu dans la région de Leb'aj al-Mghayr. Comme mesure préventive, ces 2 points ont été isolés. Toutes les mesures ont été prises pour contrôler cette situation et réparer ces fuites. Plusieurs moyens sont mobilisés pour protéger les vies humaines, les installations et l'environnement, ajoute le communiqué de Sonatrach. Pour avoir plus de détails, nous avons en direct avec nous le chargé de communication de la Direction générale de la protection civile, le capitaine Nessim Barnaoui. Bonjour, alors est-ce que la situation est sous contrôle, capitaine? Bonjour, oui, exactement, la situation est sous contrôle. Donc, il y a une extinction de tous les foyers qui se sont déclarés à travers deux pipes suite à un retour de la matière première, le pétrole. Donc, un qui était destiné vers la wilaya de Skikda, le deuxième vers la wilaya de Béjaïa. Donc, l'intervention de la protection civile était aux environs de 20h20 hier soir. Donc l'opération a duré jusqu'à heure tardive durant la soirée, jusqu'à pratiquement minuit. Donc le lieu exact, comme vous avez situé au niveau de la wilaya de El-Oued, commune de Amtayour, Taïra del Mriyad, et la zone, le lieu dit Chahmi Leb'aj. Donc vite, suite à l'opération de reconnaissance, il s'est avéré qu'il y avait 6 foyers, donc l'extinction a duré plus de 2 heures pour venir au bout de 6 foyers. Donc il y a eu aussi l'intervention de nos collègues de Sonatrach pour la fermeture et l'alimentation des pipes, ainsi l'ouverture des accès par des engins de travaux publics pour arriver à un point très proche pour procéder à l'extinction. Donc le plus important qu'il y a eu, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il n'y a que des dégâts matériels qui sont en train d'être estimés par la société mère Sonatrach. Très bien, merci pour toutes ces précisions, capitaine Nessim Barnaoui. Donc pas de dégâts humains, c'est des dégâts matériels qui sont en train d'être évalués. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails sur cette situation. Dans l'actualité politique de ce vendredi, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé hier par visioconférence une réunion du gouvernement consacrée à plusieurs secteurs. Il s'agit de la 2e réunion du gouvernement organisée cette semaine, lors de laquelle plusieurs décisions ont été prises. L'ordre du jour a porté sur l'examen des 2 projets de décret exécutif relatifs au secteur de l'agriculture et du développement rural et celui de la pêche et des productions halieutiques. Il a été procédé également à la présentation de 4 communications relatives au secteur de la culture, des transports, de l'intérieur et de la santé. Les détails avec Amel Bouharba. 6 secteurs, dans celui de l'agriculture, de la pêche, de la culture, des transports, de l'intérieur et de la santé ont été abordés lors de cette réunion du gouvernement, lors de laquelle plusieurs décisions ont été prises. Avec ces nouvelles mesures dans le secteur de l'agriculture, l'assouplissement des procédures de création des coopératives agricoles. Il est question ainsi de réduire les pièces exigées pour leur constitution en transférant au directeur des services agricoles de Wilaya la réception des dossiers et leur traitement au plan local en fixant les délais pour le règlement. Le ministre de l'Agriculture a présenté un exposé relatif à l'examen d'un projet de décret exécutif modifiant et complétant celui de 96 459 du 18 décembre
1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles. Il porte aussi sur l'ouverture du champ de la coopération à toutes les filières agricoles tout en facilitant les nouvelles formes d'organisation et de mutualisation de leur activité. Après avoir endossé ce projet de décret exécutif, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques relatif à l'examen d'un projet de décret exécutif modifiant et complétant celui du 486 du 18 mars 2004 fixant les tailles marchandes des ressources biologiques. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la préservation et de l'exploitation durable des ressources halieutiques. Le gouvernement a endossé ce projet de décret exécutif, a ensuite entendu un exposé présenté par le ministre de la Culture et des Arts sur la nouvelle stratégie de protection et de valorisation du patrimoine culturel dans le cadre d'une nouvelle approche économique et sociale. Autre secteur passé en revue, celui des transports. Le ministre en charge de ce secteur a présenté la stratégie de développement du transport aérien dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale. Celle-ci englobe tous les volets liés au transport aérien, notamment la gestion des aéroports, le développement du transport aérien au plan domestique et au niveau international, la création du hub d'Alger, le développement de l'activité de fret aérien, le dimensionnement de la flotte aérienne ainsi que les modalités de son financement. De son côté, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a présenté un exposé sur 4 projets de marché de gré à gré simple avec des entreprises publiques pour le raccordement au gaz naturel au niveau de la wilaya de Médéa. Enfin, le ministre de la Santé a présenté le projet de réalisation d'un CHU d'une capacité de 700 lits à Stawali à Alger. Il est destiné à fournir les prestations sanitaires de haut niveau et dans toutes les spécialités. Comment attirer les capitaux d'origine algérienne à investir en Algérie? Une question posée lors de la conférence nationale pour la relance économique à l'ambassade d'Algérie à Paris. Une réunion a été organisée hier par les membres de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France. Objectif, établir une relation de confiance pour attirer plus de capitaux afin de booster l'économie nationale. La correspondance à Paris de Afaf Belouchet. Considérer les opérateurs d'origine algérienne comme étant l'un des leviers de la diplomatie économique, c'est le sens donné à cette première réunion post-confinement avec les membres de la Chambre algérienne de commerce en France au lendemain de la conférence nationale de relance économique. Monsieur le Président de la République a beaucoup insisté sur l'apport de la communauté nationale à l'étranger à travers soit la mise à la disposition de notre pays de son savoir-faire et également la possibilité de favoriser l'exportation des produits algériens, notamment en France, en les soutenant. Et enfin, comment investir en Algérie? Les énergies renouvelables étaient au cœur des débats avec la participation de plusieurs entreprises telles que Sonji, un bureau d'études développeur de produits solaires proposant des solutions d'autoconsommation. Présent en Algérie depuis 2015, ils produisent l'équivalent de la consommation de 3000 ménages algériens sur plusieurs années. Il faut savoir que l'on a aussi beaucoup de solutions pour couvrir les perturbations électriques quand on est un industriel et qu'on a de l'électricité mais qu'il y a de nombreuses perturbations, donc des coupures, des micro-coupures. Et là, on remplace complètement le groupe électrogène au diesel. D'autres ambitionnent plutôt de développer l'hydrogène vert et au-delà son exploitation dans l'industrie automobile. Cette hydrogène verte, elle peut être exportée et être utilisée également. Elle peut être utilisée également dans les véhicules électriques. Nous sommes en capacité, c'est le deuxième projet, de faire des véhicules électriques et de faire des batteries à hydrogène et de pouvoir à ce moment-là passer à une énergie différente qui est propre et surtout qui coûtera beaucoup moins cher. Des projets qui nécessitent un accompagnement de développement des territoires d'excellence, plus connus sous l'appellation de technopoles. Et ça peut exister puisqu'on a des pôles urbains comme la ville d'Oran, comme Alger, comme Constantine ou Annaba ou Tlemcen ou Sétif, ce sont ou Taman Rasset aussi, ou Hassim Saoud, ce sont des îlots qui peuvent traiter cette question technologique. Tous ces éléments-là, on peut créer des districts, des technopoles, et c'est ça le territoire de demain.
Une volonté d'entreprendre qui se heurte encore à des pratiques administratives décourageantes. Quand on vient pas seul. On vient pas seulement en tant qu'Algérien, avec nos propres moyens algériens. Nous venons avec des investisseurs étrangers. Et l'une des aberrations que j'ai entendues, c'est-à-dire qu'on dit que l'importation elle doit se faire uniquement en tant qu'Algérien, pour moi n'a pas de sens. Ce qui nous manque cruellement depuis 10 ans que je travaille en Algérie avec dans plusieurs domaines, c'est que nous ne nous faisons pas confiance. Et quand on parlait de blocage tout à l'heure, c'est qu'au niveau des administrations publiques, l'entreprise privée est suspicieuse. Par définition et par essence. Se faire confiance et avancer ensemble, c'est justement l'esprit des annonces faites à l'occasion de la conférence nationale de relance économique, a rassuré l'ambassadeur d'Algérie en France. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères, le nombre d'Algériens bloqués à l'étranger à cause de la pandémie de coronavirus, puis rapatriés depuis le mois de mars dernier, s'est établi à 30 868 citoyens algériens. Les autorités algériennes ont mobilisé plus de 115 vols et 4 traversées, en plus des opérations de rapatriement à travers les frontières terrestres des citoyens bloqués en Tunisie, en Libye et en Mauritanie. Les opérations de rapatriement se poursuivent selon le même communiqué pour la 4e et dernière phase. 631 citoyens sont arrivés les 28 et 29 août dernier en provenance de l'aéroport d'Orly en France, tandis que 2 autres vols sont programmés pour les 5 et 11 septembre prochains à partir du même aéroport, ajoute le communiqué du ministère des Affaires étrangères. C'est l'heure de faire le point sur le dernier bilan de la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 311 nouveaux cas, 294 nouvelles hospitalisations, 260 patients guéris, 44 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec la notification de 311 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 16 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 14 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours de 24 dernières heures 6 nouveaux décès, rahimahumullah. Et pour ce qui est des patients hospitalisés, des nouveaux patients hospitalisés au cours de 24 dernières heures, leur nombre est de 294 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 32 006 patients guéris, dont 260 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement dans nos hôpitaux 44 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population à rester très vigilants, à respecter les mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains, la distanciation physique et surtout le port de masque qui est obligatoire pour éviter la transmission du virus. Et on apprend que le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus a adopté un protocole sanitaire consacré au référendum sur le projet d'amendement de la Constitution prévu le 1er novembre prochain. Les propositions formulées par l'autorité nationale indépendante des élections relatives à ces mesures sanitaires pour les électeurs, les bureaux de vote et le dépouillement ont été validées par le comité scientifique. L'ANI a pris toutes les mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Elle a proposé un protocole détaillé pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans de bonnes conditions sanitaires. Et celles et ceux qui veillent sur les conditions sanitaires de nos médecins sont nos médecins, nos infirmiers et tout le personnel soignant. Ils ont été honorés à Béjaïa par les autorités de la wilaya en hommage à des sacrifices de plusieurs jours et plusieurs nuits auprès des malades pour soulager leur souffrance. Nassima Ibloul. Un hommage mérité a été rendu à l'ensemble du personnel de la santé de la wilaya de Béjaïa. C'est là un simple geste de reconnaissance à ces personnes qui inspirent le courage, la détermination et surtout l'espoir dans les moments les plus pénibles. Un geste de gratitude pour leur sacrifice et leur mobilisation. Cela fait plus de 8 mois que nous sommes réquisitionnés au service des malades atteints de la Covid-19. Mon défunt mari était pédiatre. Il a refusé de se confiner en dépit de sa maladie chronique. Il disait que les enfants avaient besoin de lui et que s'il devait mourir, ce serait en accomplissant son devoir. C'est une initiative qui rend hommage au sacrifice du personnel médical et paramédical, ceux qui ont abandonné leur foyer et leur famille pour sauver des vies humaines en pleine pandémie.
Cela fait 4 mois et 15 jours que mon frère nous a quittés. Il travaillait à l'hôpital de Kharrata, que Dieu l'accueille en son vaste paradis. Nous avons rendu hommage à 72 personnes, parmi lesquelles des professeurs, des médecins, des paramédicaux et des travailleurs de la santé, dont 4 ayant perdu la vie en accomplissant leur devoir. À travers cette belle initiative, nous tenons à saluer les efforts des blouses blanches et présenter nos sincères condoléances aux familles des martyrs du devoir. Une initiative destinée à impulser plus de courage aux éléments de l'armée blanche, toujours au front et qui œuvrent au quotidien pour sauver des vies humaines au détriment de la leur. Et pour préparer la rentrée universitaire, plusieurs mesures ont été prises. L'exemple ce matin à Tipaza où les étudiants devront porter un masque et respecter les mesures barrières. Bouchabali. Désormais, l'accès des résidents à la cité universitaire passe obligatoirement par la prise de la température et le port du masque. Par ailleurs, des chambres individuelles sont destinées aux étudiants devant passer leurs examens ou présenter leur mémoire de fin d'études. On nous a pris notre température, il y avait du gel hydroalcoolique et chacune a sa chambre. Un médecin nous contrôle régulièrement à la résidence universitaire. Les mesures sont très bien respectées. Dans le cadre de ce protocole, nous veillerons à accueillir un étudiant par chambre, selon bien sûr les capacités de chaque cité universitaire. Par ailleurs, le staff médical qui compte 930 médecins sera mobilisé au niveau des œuvres sociales pour veiller au respect de ce protocole. À l'instar des 440 résidences universitaires du territoire national, les structures d'accueil au niveau d'Alger et de Tipaza ont observé le même protocole. Nous avons mis à la disposition des étudiants des chambres individuelles. Nous avons également aménagé les réfectoires de manière à garantir la distanciation. Il en a été de même pour le transport universitaire où on ne comptera que 25 étudiants par bus. Nous insistons sur 3 points essentiels. La distanciation sociale, c'est-à-dire plus d'1 mètre entre 2 personnes. Nous leur montrons comment porter et laver les masques correctement, ainsi que les mains. Nous avons même prévu, en cas de contamination, un pavillon à part dédié aux malades. Ces mesures devraient permettre aux 400 000 résidents universitaires attendus cette année de rejoindre l'université en toute sérénité. Dans l'actualité de ce vendredi, des pluies diluviennes se sont abattues depuis quelques jours sur l'est du pays. En moins de 2 heures, il est tombé l'équivalent d'1 mois de précipitations. 2 morts ont été recensés à Batna et un autre à Tébessa. Le ministre des Ressources en eau, Arzqi Braqi, était sur place. Nassim Ben Saïd. 40 mm de pluie en seulement 2 heures. Une quantité importante qui a plongé la région nord de Batna dans une profonde détresse. Plusieurs tronçons routiers ont été coupés à la circulation à cause des inondations. Bilan de la protection civile, 2 personnes décédées dont le véhicule a été emporté par les crues d'El-Oued. Les éléments de la protection civile ont déployé tous les moyens humains et matériels pour venir en aide aux victimes. Nous avons enregistré 2 décès, un couple emporté par les crues. L'opération de recherche s'est poursuivie. Nous avons d'abord trouvé l'homme vers 15 h, ensuite la femme à 18h30. Ces fortes précipitations ont bloqué l'accès à plusieurs tronçons, y compris la route nationale numéro 3, dans son tronçon reliant la commune de Djerma et le chef-lieu de la wilaya de Batna. Une situation qui a conduit le ministre des Ressources en eau, Arzqi Braqi, sur les lieux pour constater de visu l'ampleur des dégâts. En moins de 2 heures, 40 mm de pluie sont tombés, ce qui représente l'équivalent de plus d'1 mois de précipitations. Ajoutez à cela les résidus des cendres suite aux incendies enregistrés dernièrement et qui ont obstrué les avaloirs, ce qui a provoqué une inondation au niveau de cette trémie. Nous allons installer des obstacles pour éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. Cette visite a aussi permis au ministre de s'enquérir de l'état de son secteur dans la région qui enregistre un retard de développement, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des citoyens en eau potable.
La stratégie nationale de lutte contre les inondations qu'avait élaborée le ministère des Ressources en eau en 2017 sera agrémentée d'un plan de travail national pour la prise en charge des risques d'inondation liés au changement climatique. Nous allons présenter ce dossier au gouvernement pour qu'il soit validé pour la prise en charge de ce genre d'accident. Lors de sa visite, le ministre des Ressources en eau a indiqué aux habitants de ce village que de nombreuses décisions ont été prises et une solution au problème du réseau AEP dans la région sera applicable à partir du 25 de ce mois. Dans l'actualité internationale, le Brésil commence à peine à enregistrer une baisse de contamination au coronavirus. Au large du Sri Lanka, un pétrolier a pris feu. Les détails avec Raouf Hamouche. Les Brésiliens poursuivent leur vie quotidienne à Brasilia. Alors que le pays a franchi la barre des 4 millions de cas de coronavirus, le nombre quotidien de morts commence enfin à baisser légèrement, alors que plus de 124 000 personnes ont perdu la vie. Dans le monde, la pandémie affiche près de 860 000 morts depuis décembre 2019. Quant aux États-Unis, c'est le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec près de 187 000 décès pour 6,1 millions de cas recensés, d'après le dernier bilan de l'université Johns Hopkins. Des secouristes continuent de creuser dans les décombres d'un quartier sinistré de Beyrouth, où des battements de corps ont été détectés au scanner la veille, un mois après la gigantesque explosion qui a eu lieu au port de la ville. Un incendie s'est déclaré sur un énorme pétrolier au large de la côte est du Sri Lanka, qui a reçu l'aide de navires militaires indiens et russes. Le New Diamond transportait 270 000 tonnes de pétrole brut et 1700 tonnes de diesel. Ce mastodonte comptait un équipage de 23 personnes, 18 Philippins et 5 Grecs. Un marin est porté disparu. Les autres ont été évacués du pétrolier, parmi lesquels un a été blessé. L'histoire était devenue un mythe, puis une légende urbaine dans la ville belge de Verviers. Le cœur du premier maire de la ville se trouverait scellé dans une boîte, cachée au milieu de la fontaine de la ville portant son nom. Le 20 août, la légende cesse d'en être une. En pleine restauration de la fontaine Pierre-David, des ouvriers découvrent par hasard le cœur de l'ancien maire de Verviers. Retour en Algérie, Hamsila, un parc d'attractions ambitionne de devenir un modèle à l'échelle nationale. Il abrite un zoo, des espaces de jeux et de loisirs pour les jeunes et pour les moins jeunes. Le parc voit grand, vous allez le voir, avec la réception bientôt d'une zone aquapark avec une dizaine de piscines. Découverte avec Raouf Hamouche. Des attractions, un zoo, d'immenses espaces verts, voici le nouveau lieu de prédilection d'Emsili. S'étendant sur 18 hectares, ce lieu de détente comprendra bientôt 17 piscines, dotées de divers jeux aquatiques. Une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de la wilaya. Dieu merci, c'est un véritable espace de détente Amsila. Dieu merci, nous avons trouvé toutes les commodités, comme la sécurité et des attractions. Une véritable aubaine pour nos enfants. C'est la troisième fois que je visite ce parc, l'endroit est très chaleureux. C'est un endroit de détente, bien sûr. Et vous êtes là en famille? Oui, avec mes parents, bien sûr, ma soeur et mon frère. Vous voyez les familles qui sont là, donc ils sortent un petit peu du confinement, tout en respectant bien sûr les gestes barrières. Tout le monde est là, tout le monde est heureux, donc il y a des espaces de jeu pour les enfants. Nous avons souhaité que ce parc d'attractions devienne un modèle touristique dans notre pays. Nous avons fourni d'importants efforts pour la réalisation du projet dans les délais souhaités. Nous espérons que cet investissement soit un pôle attractif pour les habitants de Msila et pour ceux venant des autres wilayas du pays. Face au manque de lieux de loisirs, les visiteurs venant des 4 coins du pays trouveront en cet espace le petit Éden qui leur manquait. Et on vous plonge à présent dans le riche patrimoine musical algérien, la découverte du groupe Echenouyen, un nom puisé dans l'imaginaire de la romancière algérienne Assia Jepal. Ce groupe a marqué la génération des années 80 avec des chansons berbères en arabe et en français. Mais que devient ce groupe aujourd'hui? Réponse et découverte avec Friel Hamdi. Les
chants et la musique chenui se transmettent de génération en génération depuis des siècles. Ishenuyen est un groupe musical créé en 1979 à Tipaza, à partir d'une troupe théâtrale composée d'artistes et d'universitaires de cette région. Ce groupe a participé dans plusieurs films. Parmi ces films, La Nouba des femmes du Mont Chenois, de la romancière Essia Djebar, qui leur a donné ce nom Ishenuyen. La chanson chenille est née en 1979, lorsque le poète Ammour Ahmed leur a proposé de mettre sa poésie en musique. Plus tard, Cherif Khaddam les a encouragés à faire un enregistrement pour la radio Chaîne 2. Le groupe a reçu plusieurs prix car leur répertoire est composé de 50 titres, dont 40 en berbère, 5 en arabe et 5 en français. Chanteur, compositeur, auteur. Bilal Annou fait partie d'une jeune génération attachée au genre chenui et soucieux de le voir évoluer avec son temps. الأداء تاعي تقريب أغاني كامل هما في التراث الشنوي. التراث الشنوي هذا ولا كان نعرفك به، التراث الشنوي هو تاع المنطقة هذه، منطقة جوست منا البني حوا قرايا هذه كامل منطقة شنوا. وهذا كما نقولوا حنايا لو ستيل الشنوي اللي كان معروف لي زاني 80 اللي كانوا يخدموا فيه لو جروبي شنويين وجروبي مدبرن اللي كانوا ملحقين لي ميساج على الثقافة الشنوية. Bon, revenons au groupe Ishenuyen, il y avait les deux frères, des Bougalem, que je salue de passage. Bon, il y avait le Ben Osman, le Derbouka, et Mami, c'est un accompagnateur mahom. Bon, ils étaient 4 au début. Bon, le début, ils chantaient en plein air, des séances en plein air. De temps en temps, ils les invitent pour des mariages, tout ça. Par la suite, il y a l'extérieur, c'est-à-dire commence à être reconnu, surtout la région de Tizi Ouzou. Bon, c'est-à-dire ils se sont déplacés de Tizi Ouzou pour savoir ce que vraiment c'est-à-dire c'est le même langage, c'est un mazir. Par la suite, ils ont donné un nom, c'était vraiment le départ. Les années 80, c'est le départ des Chenouilles. Bilal joue aussi de la guitare et de l'harmonica. Jeune chanteur qui garde aujourd'hui jalousement ce style bien connu chez les habitants du Mont Chenois. Avec ces belles sonorités de notre riche patrimoine musical, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, un point complet météo avec Mina Abed. Belle journée.